Bon, Patrice est parti, alors j'ai joué le rôle de l'éliminateur de secondes. On va continuer avec la dernière présentation qui sera assez rapide, hein, mais c'est vraiment un petit moment, un petit quelque chose qui me tenait à cœur aussi, puisque c'est l'occasion à Thierry de venir nous rendre visite et de nous parler un petit peu des petits chaperons rouges. Alors Thierry Bayard, pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, il a fondé loup.org il y a 15 ans déjà. 15 ans, c'est un espace d'information et de partage autour du loup que certains ont sûrement consulté, qui est toujours consulté. Et il se présente plutôt comme un observateur du retour du loup en France et de la place qu'il peut occuper dans notre culture. Et c'est justement de culture qu'on va parler. On va parler un petit peu du grand méchant loup et des petits chaperons rouges avec Thierry. Merci Anthony pour ces quelques mots. Merci de m'avoir invité aussi parce que, comme tu l'as dit, je suis ni un professionnel du loup, ni un éleveur. J'ai beaucoup de respect pour votre profession. Je suis un observateur. Je m'intéresse, comme on l'a dit, sur loup.org à l'animal sauvage, à son retour en France depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis aussi à l'image du loup dans la culture. Dans la culture, notamment les contes et les légendes. Et j'ai repris ici un slogan du groupe Loup France en 92. Alors, il est parti tout à l'heure, le collègue de Ferrus, mais il datait le groupe Loup France des années 93. C'était même avant, hein, déjà 90, 91. Le groupe Loup France qui est devenu Ferrus aujourd'hui, ils avaient sorti un CD audio avec un très beau texte dit par Richard Berry, avec le titre, c'était un pays sans loup était un pays sans légende. Et puis le loup est revenu en 92. Alors ma présentation, elle commence naturellement par « Il était une fois », parce que dans le choix des contes, vous savez, c'est le programme, j'ai choisi le petit chaperon rouge. Alors, la question que je pose toujours, qui c'est qui ne connaît pas le petit chaperon rouge? C'est bien, on va gagner du temps. Donc tout le monde connaît l'histoire, je n'ai pas besoin de raconter cette histoire de petite fille très appréciée dans le village, que la mère envoie amener un panier avec une galette, un petit pot de beurre à sa grand-mère, etc., etc. Et on sait que ça se finit pas très bien. En fait, ça a été vendu un peu, il y a des S, je ne veux pas parler du petit chaperon rouge, mais des petits chaperons rouges. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de versions du petit chaperon rouge. Énormément de versions. Paul Delarue, qui est un folkloriste du 19e siècle, avait retenu dans son catalogue environ une trentaine de versions du petit chaperon rouge. Version ancienne, hein, version traditionnelle. Les toutes premières contes de la tradition orale apparaissent dès le XIe siècle. Au XIe siècle, les paysans et les éleveurs français racontaient déjà les histoires du petit chaperon rouge. D'ailleurs, dans les versions originales, elles sont souvent d'ailleurs très sanglantes. Bien plus que les versions après qu'on connaît, dont on parlera tout à l'heure, notamment, et en Italie d'ailleurs, il y a une version très très dure du petit chaperon rouge, où non seulement le loup mange la grand-mère, mais en plus il garde des morceaux pour le petit chaperon rouge. Et il l'invite à manger à la fois la viande, boire le sang de la grand-mère. En Italie, ils précisent même, ils vont dans le détail, ils racontent qu'il lui présente les dents de la grand-mère qui flottent dans le sang, en disant c'est rien, c'est des faillots. Il faut vous dire, l'histoire du petit chaperon rouge, elle est très très dure. Très dure. Il y a une autre précision aussi, on reviendra tout à l'heure, sur ces histoires très anciennes. Donc là, on est vraiment dans des versions du XIIe, XIIIe siècle. Le petit chaperon rouge, quand il rencontre le loup, il a deux choix, entre deux chemins. C'est très important ces deux chemins. C'est le chemin des aiguilles et le chemin des épingles. J'y reviendrai un peu tout à l'heure sur cette symbolique du chemin des aiguilles et des épingles qui, vous connaissez la version de Charles Perrault, forcément. C'est la première version écrite qui nous revient. Elle date de 1697 exactement, dans un recueil de contes où il s'est inspiré bien sûr de la tradition orale. On appelle ça aussi le recueil du conte de la Merlois. Et dans sa version de Charles Perrault, il a éludé pas mal de choses. Alors déjà, il a supprimé l'histoire des chemins, il dit oh, c'est trop compliqué, les enfants ne vont rien y comprendre. Et puis, il a surtout fait apparaître des choses très importantes, une morale à la fin. Et il laisse aucune chance au petit chaperon rouge, parce que dans la version de Charles Perrault, que vous connaissez tous, le petit chaperon rouge et la grand-mère sont mangés, point à la ligne. Après, il y a une morale qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle laisse sous-entendre que ce loup, il est peut-être surtout méchant parce qu'il n'est peut-être pas sur quatre pattes, il est peut-être sur deux pattes. C'est aussi important et ça a un sens.
Ensuite, un peu plus tard, on trouve une version de Jacob et Wilhelm Grimm. Donc c'est des Allemands. Eux, leur version, elle date de 1858, quelque chose comme ça à peu près. Ils en ont écrit plusieurs, jusqu'à vraiment trouver la finalité. Ils vont rajouter quelque chose de très important qui va changer, vous savez quoi? C'est que le petit chaperon rouge, au lieu de ramener un pot de beurre, ramène un litre de vin. Non mais plaisantez pas, c'est très important pour l'histoire. Ça change. Et puis surtout, il rajoute une autre chose, c'est que à la fin de l'histoire finit bien. Et les frères Grimm proposent qu'un chasseur ou un bûcheron passe par là et sauve le petit chaperon rouge et la grand-mère en ouvrant le ventre du loup, etc. Ils vont même écrire par la suite une suite où ils vont imaginer que le petit chaperon rouge et la grand-mère, ayant bien appris de leur première mésaventure, se vengent un peu avec une histoire de loup qui ont fait manger des cailloux, qui finissent aux enfants. Enfin, je vous laisse découvrir, il y a une suite au petit chaperon rouge dans cette version. Je fais une toute petite parenthèse. C'est une photo que j'ai trouvée en préparant ma présentation sur le petit chaperon rouge. C'est très récent, ça date d'il y a quelques mois. C'est une campagne aux États-Unis lancée par des maires qui s'inquiètent sur la prolifération des armes. Vous savez qu'aux États-Unis, dans tous les États, pratiquement les ventes d'armes sont libres, ça fait partie de leur constitution. Et ils ont lancé une campagne en précisant, voilà, en 2 mots, ça dit l'un de ses enfants tient dans les bras quelque chose qu'on lui a interdit à l'école parce que c'est dangereux. En fait, il s'agit du petit chaperon rouge. Dans 4 États américains, le petit chaperon rouge est interdit dans les écoles. Ah ouais. Oui, à cause de la version du litre, comme quoi ça a de l'importance, à cause du vin rouge que le petit chaperon rouge peut amener à la grand-mère, en disant ça risque d'inciter les enfants à devenir alcooliques, il vaut mieux qu'ils jouent avec des armes automatiques. Alors, un petit mot juste sur la symbolique et les interprétations psychanalytiques. On parle d'un conte d'avertissement premier degré. C'est un conte fait pour les enfants. Attention les enfants, attention au loup, attention au grand méchant loup, peut-être. Mais c'est aussi un conte de passage, un conte d'initiation, peut-être pour des enfants un peu plus grands, pour des jeunes filles un peu plus grandes. Et on y trouve énormément de symbolique. Bien sûr, il y a une relation directe qui a été beaucoup analysée, Bettelheim et d'autres, par les psychanalystes, les sociologues, les psychologues, sur la relation animal-prédateur sexuel. Mais on y apprend beaucoup de choses. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de ces histoires de chemin des aiguilles et des épingles, qu'on laisse le choix au petit chaperon rouge de choisir. En fait, c'est tout un apprentissage, on disait à l'époque, dans les grandes campagnes, quand une petite fille allait apprendre les épingles, en fait, c'était aller rencontrer sa grand-mère qui devait lui apprendre les choses de la vie. Les choses de la vie, les relations amoureuses, les relations avec les hommes, etc. Et donc, malheureusement, Charles Perrault l'a édulcoré, et malheureusement, c'est souvent la version de Charles Perrault qu'on retrouve analysée par les psychologues et les sociologues, et ils oublient un peu ce passage-là. Mais on retrouve beaucoup de symbolique, notamment sur les couleurs, bien sûr le rouge, qui n'est pas systématique. En Italie, pendant longtemps, le petit chaperon rouge, il avait une coiffe jaune, et pas une coiffe rouge. Dans d'autres versions européennes aussi, on trouve. Mais c'est Charles Perrault qui l'a vraiment inscrite, et puis Charles Perrault aussi a rajouté une phrase très importante qui sonne un peu comme une recette magique, un abracadabra qui est tire la bobinette, non, c'est tire la chéliette et la bobinette, chéra, qui tourne vraiment comme dans l'histoire comme une recette un peu magique. Donc, je l'ai dit, on parle de destin féminin, de puberté, de la maternité, de la ménopause. Souvenez-vous, dans la version dont je vous parlais tout à l'heure, très ancienne, où le petit chaperon rouge est invité aussi à consommer, à manger la grand-mère, il y a ce côté anthropophage de la jeune femme qui, à travers ce geste, tue les générations passées. On est vraiment dans le rythme du passage et dans l'évolution intergénérationnelle. Ensuite, il y a bien sûr une idée du mariage qui est derrière, et puis des symboliques patriarcales assez marquées, hein, entre le chasseur, qui bien sûr, ou le bûcheron, qui vont sauver le petit chaperon rouge de ce grand méchant loup. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, si vous voulez en savoir plus, il y a des dizaines, des vingtaines d'ouvrages. Hein. Les plus importants, donc je vous ai parlé de Paul Delarue, donc un folkloriste français qui a fait vraiment une analyse très précise de tous les contes historiques. On connaît Bruno Bettelheim, et notamment la psychanalyse des contes de fées. Alors comme je disais, moi c'est une version que j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle est très édulcorée en termes d'analyse, parce que justement il est parti, comme je disais tout à l'heure, la version Perrault. Et puis j'aime beaucoup la version de Yvonne Verdier, qui, il y a quelques années, avait publié un texte très intéressant, et notamment sur la relation à la mère, relation à la femme, relation à la grand-mère, où elle détaillait à travers le petit chaperon rouge. Et puis, encore aujourd'hui, le petit chaperon rouge nous apprend beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui,
à l'heure où on parle, des dizaines d'étudiants qui étudient encore le petit chaperon rouge en termes de symbolique et d'apprentissage traditionnel. Alors, la peur du loup. On vient au sujet. J'ai beaucoup de respect pour la vraie peur du loup, dont on nous a parlé tout à l'heure, qui est plutôt la crainte de la prédation ou des attaques sur les troupeaux. Moi, je vais vous parler de la peur infantile. Monsieur Marcel Ruffo, il y a quelques mois de ça, se demandait si nos sénateurs n'étaient pas encore empreints de cette peur infantile du loup, notamment véhiculée par les contes de fées. Le petit chaperon rouge a traumatisé des milliers, des centaines de milliers d'enfants, et heureusement, c'est normal. On aurait pu parler du grand méchant raton laveur, par exemple. Maintenant, on parle du grand méchant loup. Et ce loup-là, ce loup imaginaire, méchant, il est extrêmement important pour l'apprentissage des enfants, pour leur construction psychologique dans l'avenir et pour leur construction de la vie de tous les jours. Cette peur infantile, en principe, on dit qu'elle disparaît. Eh bien, elle ne disparaît pas complètement. Notre ami québécois disait, je crois, 8% des Québécois ont encore peur du loup aujourd'hui. Ici, peut-être dans l'Assemblée, des gens, quoique vous êtes inscrits volontairement, vous n'allez pas être amenés attachés, ont peut-être peur du loup, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont peur du loup. Et une peur qui n'est pas toujours très fondée, pas très basée sur des données scientifiques ou autres, ou même sur la littérature ou sur des données historiques. Juste une peur rattachée à cette peur infantile du grand méchant loup. Alors, ça a changé. Ça a beaucoup changé, même si le petit chaperon rouge a joué un rôle dans cette peur de loup. Il y a des nouvelles versions qui existent. Je ne vous ai pas tout sorti, rien qu'en tapant la semaine dernière sur Amazon, j'ai trouvé 1500 références d'ouvrages, de livres pour enfants ou pour adultes qui parlaient du petit chaperon rouge. Ça a inspiré des films récents, des films d'animation, même les publicitaires s'y mettent. On voit le petit chaperon rouge un peu à toutes les sauces. Des versions très variées, avec souvent des finalités ou des histoires très différentes. Moi j'aime beaucoup celle-là. Angela Carter, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, était une romancière britannique, très féministe, et j'aime beaucoup dans un recueil de contes qu'on appelle La Compagnie des loups, qui a donné lieu à un film des années 80-85. Allez pas le chercher, hein, il a très mal vieilli, hein, malgré les effets spéciaux de l'époque. Mais les contes, par contre, de La Compagnie des loups sont très intéressants, justement, parce qu'ils inversent un peu tout ce que je donnais tout à l'heure comme symbolique patriarcale, de relations homme-femme. Et on a une version du petit chaperon rouge qui est assez moderne et assez intéressante, notamment, qui est souvent citée par les mouvements féministes. Alors, je l'ai dit, nouveau chaperon rouge, nouveau loup. Moi, en 2007, je me suis dit, loup.org, on parle du loup, je me suis beaucoup intéressé au petit chaperon rouge. Je me suis dit, peut-être le petit chaperon rouge, il a un petit peu grandi. De la petite fille, c'est devenu une jeune femme. Elle a peut-être un message à passer, elle a peut-être des choses à dire. Alors, j'ai imaginé une campagne avec un ami photographe, un ami alsacien. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, lui il fait beaucoup de photos, et il a la chance de rencontrer des jolies femmes, donc je lui ai demandé, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter quelques-unes de tes mannequins ou de tes modèles, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une campagne de photos en disant, on ferait des petits chaperons rouges un peu différents, avec un message, c'est que moi je n'ai plus peur du loup et vous. Donc c'est la campagne qu'on a lancée en 2007, et puis on s'est dit, on va la faire partager. Moi, sur Internet, je suis militant pour le libre-échange et donc je partage tout. Donc on a lancé cette campagne sur un réseau social qui s'appelle Flickr, qui est très connu dans le milieu des photographes. Et puis on a dit, si vous-même vous avez déjà des photos de petits chaperons rouges, ou si vous les posez pour cette campagne, vous êtes les bienvenus. On a eu plus d'1 millier de photos. Ça, c'est la toute première. C'est Dominique Picard, donc le photographe avec qui j'ai travaillé, c'est la toute première de la série, et on en a eu plus de 1500 comme ça. Donc on retrouve effectivement des petits chaperons rouges qui n'ont visiblement plus peur de loup, ceux-là. On a eu des trucs très très variés, très décalés parfois. J'aime beaucoup parce que ça jouait des fois entre l'image homme-animal, on en revient toujours au même symbolique. On a eu des œuvres d'art, là c'est dessiné sur un iPad, donc c'est pas mal. Et puis souvent avec des tons décalés. On a eu des fois des très très belles surprises. Ça c'est un photographe israélien. Je vous donnerai ses références à la fin de mes présentations. Il a d'abord commencé par nous envoyer cette photo. On a fait « Waouh !»
train d'attaquer votre petit chaperon rouge, la photo est absolument magnifique. Puis après, on s'est dit, ah non, peut-être que sur la photo suivante, on s'est dit, ah ben non, peut-être qu'il n'est pas du tout en train d'attaquer, les relations sont vraiment très différentes. Pour finir avec celle-là. Donc là, vraiment, j'allais dire des œuvres d'art, vraiment un message très différent. On était très contents de notre campagne. Alors, aujourd'hui, moi, je me retrouve avec des milliers de photographies, et puis une campagne un peu nouvelle, toujours un peu sur la thématique des petits chapeaux rouges, parce que je les ai beaucoup appréciés, dans l'idée aussi que, et c'est un reproche que je vais faire au plan loup, dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'image culturelle et la représentation du loup dans la culture. Moi, cette campagne, je ne l'ai pas faite pour dire attention, le loup, c'est un gentil agneau, mais c'est pas non plus un prédateur aussi féroce, etc. C'est juste un animal sauvage. Il faut juste leur donner sa place. Et aujourd'hui, moi, j'invite des petits chapeaux rouges. Alors, il y en a qui sont dans la salle. Je crois qu'il y a Véronique par là, là-haut, qui a quelques mois organisé avec sa classe de lycée professionnel à la fois une conférence, mais également un livre que vous avez pu découvrir pendant les pauses tout à l'heure. C'est cet intérêt et l'importance aussi de travailler à la fois sur l'image et sur la compréhension du loup à travers la culture. Et je reviens sur le plan loup tout à l'heure. On a vu apparaître un petit volet sur la communication et la sensibilisation. En fait, la communication et l'information prévue dans le plan loup, elle est orientée vers les éleveurs, bien sûr, et puis pour les acteurs locaux, mais elle oublie beaucoup le grand public. Alors que dans le plan loup européen qui existe depuis 2003, c'est un élément primordial et extrêmement important qui doit faire l'accompagnement dans les deux sens, pour comprendre à la fois les difficultés que peuvent rencontrer le milieu pastoral, mais comprendre également les revendications que peuvent avoir certains écologistes. Donc voilà un peu pour l'idée de cette campagne des petits chaperons rouges. Il y en a un autre, par exemple, Michael aussi, qui est un excellent représentant de mes petits chaperons rouges, avec les travaux qu'il présente dans les écoles et en milieu scolaire. Alors voilà un peu le dernier terme, c'est, je le disais, la campagne, et c'est un peu pour boucler notre présentation. Aujourd'hui, un pays qui tue ses loups ne mérite plus ses légendes. Et encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée.